Hello les amis, cette semaine chez Lueur, on reçoit Claire et Christophe Flippot, les grands gagnants de l'émission Pékin Express. Je vous propose de plonger avec eux dans une aventure hors du commun qu'ont vécu un père et sa fille. C'est sûr que c'est pas un pote, c'est pas mon mec, enfin voilà, c'était mon père, donc on s'est jamais manqué de respect. En fait, Claire, elle m'a invité dans son rêve, et c'est quand même très émouvant de penser qu'un enfant vous invite dans son rêve. À l'heure où partager des choses avec nos parents est de plus en plus difficile, on s'est posé une question toute bête. Est-ce qu'il est encore possible de vivre de belles aventures avec nos parents? Et si oui, comment? Je vous propose de découvrir cet échange inédit qui pourrait vous donner à mon avis un grand sourire et peut-être même une crise de joie. Bon épisode! Bienvenue pour ce nouvel épisode des Lueurs, l'émission qui répond à vos questions de 2h du mat'. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour être sûr de ne rien louper de nos futurs invités. Claire et Christophe, bonjour. Bonjour. Bonjour John et Nathan. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes des visages assez familiers pour beaucoup de Français, puisqu'on vous a découvert en 2021 dans l'émission Pékin Express, que vous avez remporté. Vous avez procuré à des millions de Français une grande émotion dans ce final. Depuis, vous avez sorti un bouquin, un livre pour raconter cette histoire qui s'appelle « Nous avons gagné Pékin Express », qui est sorti en mai dernier. Ce qui m'intéresse à travers votre aventure, c'est qu'on aborde la question du lien entre parents et enfants. On est dans des vies très différentes, avec des enfants sur TikTok, quand les parents peinent à bien gérer leur PJ dans leur mail. Qu'est-ce qu'on peut encore vivre aujourd'hui avec nos parents? Et j'aimerais que vous nous appreniez un petit peu ce que je pourrais faire avec mon père ou avec ma mère, à un moment où j'ai l'impression qu'on n'a plus grand-chose en commun. Alors juste avant qu'on parle de tout ça, on a une habitude chez Lueur, c'est d'apprendre un petit peu à mieux se connaître à travers des cartes Lueur, des phrases que j'ai disposées sur la table. Et je te propose, Christophe, de prendre une première carte, de lire à haute et intelligible voix la phrase et je te laisserai la compléter. La question de 2h du mat' qui me taraude souvent, c'est la question du sens. Le sens de la vie, pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien? C'est la question de tous les philosophes, dont tu as du mal à trouver la réponse, je l'avoue. T'as la même question que ton père ou pas, Claire? Oui, exactement, pourquoi on est là, je pense, et pourquoi j'ai autant de chance aussi dans la vie. Pourquoi t'as autant de chance dans la vie? Ouais, je me la pose souvent comme question. On va y revenir. Je te laisse prendre, Claire, toi aussi une carte. Ce qui m'a motivée à participer à Pékin Express, c'est la folie de l'aventure. C'est une émission que tu regardais déjà avant? Moi, je regardais cette émission plus jeune déjà, oui, avec mes sœurs et un peu avec le rêve d'aller découvrir des pays, un peu un Truman Show géant, je ne sais pas à quoi m'attendre demain. C'est un peu ça, c'est l'excitation, l'aventure qui m'a beaucoup plu, ouais. Je te laisse prendre une carte, Christophe. Avant l'aventure Pékin Express, mon père, ma fille, c'était pour moi... Claire, c'est beaucoup d'amour entre nous deux, mais c'est vrai avec les autres. C'est-à-dire qu'on cherche toujours l'épanouissement de l'autre. C'est ça la clé. La clé de l'éducation, finalement, c'est ça. Je te laisse prendre une carte encore. Oula, mon pire souvenir sur Pékin Express, c'est mon petit déjeuner de 8h du mat'. Le petit déjeuner de 8h du mat' qu'on nous a forcé à manger. On nous a forcé à manger un petit déjeuner. C'était une épreuve avant de partir faire des kilomètres de paddle. Et donc, on a dû manger des piments, des testicules de mouton pas cuites et des yeux de poisson. On mettra évidemment la recette en description. Voilà, je donnerai la recette avec plaisir. Alors je vous propose qu'on rembobine, qu'on reparte il y a quelques années justement, avant Pékin Express. C'est quoi juste votre vie? Vous êtes père de 4 enfants, vous vivez où? Ça ressemble à quoi? C'est une vie de famille toute pépouse ou alors tous les week-ends vous faites des Olympiades? Enfin, ça se passe comment? Alors on a une vie normale, une vie de famille. On habite Lille, enfin on habitait Lille à ce moment-là. Nos enfants commençaient à partir. Et puis, effectivement, à notre âge, à cette période, on s'était dit, c'est quoi finalement on a fait la famille, tout était simple. Enfin, simple, il fallait les faire grandir, les élever, essayer de faire d'eux quelque chose de mieux que nous. Et puis, tout le monde s'en va, un peu à la fois, tout le monde s'en va, tour à tour. Et effectivement, on essayait de construire une vie plus spirituelle avec mon épouse. Donc, vous vivez votre vie avec votre épouse après avoir élevé vos enfants.
Et vous, les 4 enfants, vous êtes partis dans vos boulots, dans vos métiers. Toi, tu fais quoi, Claire? Alors moi, je suis partie en effet il y a 10 ans de la maison. Donc maintenant, je travaille à Lille. Ok. Mais donc avant Pékin, j'étais dans une vie à Paris, à fond à l'heure, chez Adidas, donc une autre marque de sport. Donc, tu aimais déjà bien le sport quand même. Donc j'aimais déjà beaucoup le sport. Mais voilà, c'était un rythme assez effréné. Et tous les soirs, un truc. Je faisais du théâtre, du sport, mes compétitions, mes triathlons. Et puis le boulot à fond. Et alors, comment on en vient juste à se dire, je vais faire Pékin Express? Je bosse chez Adidas, le soir, je vais courir, je vais au théâtre, je bois des coups avec des copains. Et tiens, si je me faisais Pékin Express? Comment on en vient à cette idée-là? En fait, j'avais envie d'un truc vraiment qui change, un truc différent, qui puisse sortir enfin, en tout cas, me sortir de ma zone de confort et sortir papa aussi de ta zone de confort. Finalement, on en sort très peu, avec le boulot parfois, en une grande presse ou un truc un peu plus stressant. Mais en tout cas, je voulais vraiment quelque chose qui puisse ramener une nouvelle dimension à ma vie qui finalement manquait un peu de sens plus j'avançais, je trouvais. Parce qu'il y en a qui se disent, je souris parce qu'il y en a qui se disent, je veux quelque chose de nouveau, je vais faire un grand voyage, je vais aller marcher, je vais aller donner du temps dans une association. Toi, tu te dis, je vais faire Pékin Express. En fait, je me suis dit, rien n'est impossible. Enfin, maintenant, je me le dis, c'est ma devise, rien n'est impossible. Mais en parlant à papa, j'y croyais pas. T'en parles à ton père avant de t'inscrire? Alors, ou j'en pas? parle à ma mère avant d'en parler à mon père, qui me dit, au départ, bon, ok, vas-y. Elle y croyait pas trop. Puis j'appelle papa et papa ne savait pas ce que c'était Pékin Express. Donc, il me Donc dit, tu c'est quoi ton- l'appelles, Christophe, toi tu reçois l'appel de Alors Claire. moi, je reçois un mail, un SMS. Tiens, papa, est-ce qu'on ferait pas Pékin Express ensemble? C'est quoi Pékin Express? Alors donc j'appelle Frédéric et puis elle me Frédéric, mon c'est ta mon- femme? Oui, mon épouse. Et puis elle me dit bon, t'inquiète pas, vous serez jamais pris. Donc du coup, Fais plaisir à ta fille, quoi. voilà, Voilà. exactement. Mais j'étais très flatté parce que c'était quand même une preuve d'une grande confiance. De se dire, tiens, elle m'emmène dans cette aventure. J'étais vraiment très heureux qu'elle m'emmène dans cette aventure. Et donc comment ça se passe? Il faut passer des auditions ensemble, c'est ça? Oui, alors c'est un long parcours quand même. On a fait 6 mois à peu près de casting. Donc d'abord un questionnaire que j'ai rempli toute seule. Je demandais à papa 2-3 photos. Donc je répondais à nos questions pour essayer de nous différencier. Et puis ensuite, on est appelé une première fois. Donc on passe dans une salle avec uniquement que des caméras. On nous pose des questions. Puis on revient à 2. Et là, on doit faire un show, un peu ramener une surprise. Donc on a fait un truc un peu atypique. C'est quoi? Donc on a fait, en fait, dans la famille, on a un mot qu'on dit souvent, c'est on vit des crises de bonheur assez fortes. Et on a essayé de leur expliquer ce qu'était une crise de bonheur. Donc moi, sous le spectre du théâtre et papa plutôt de la poésie. Donc voilà, on a fait un truc un peu comme ça. Donc je pense qu'ils se sont Donc dit, on a oula, les deux joué, perchés. interrompu par des phrases de philosophie, Voilà. etc. Ah, vous leur avez fait un show, quoi. Alors, on a fait un show, on a mis le paquet pour être pris. On a Même mis si moi, j'étais terrorisé. Au début, bon, ça allait bien, mais quand on a commencé à avoir on avait compris qu'on était dans les 300, 200, 100 derniers candidats, là, je me suis dit, oh là, dans quoi je suis parti? T'es tombé sur quoi? Alors, j'ai vu des gens qui couraient dans la boue, et puis... Qui mangeait des gens qui testicules de parlaient. mouton? Ça, on lui a pas dit tout de suite. Non, et puis Claire, elle m'a assuré, t'inquiète, c'est moi qui fais tout, je fais toutes les épreuves, on fait juste du stop, ça va être cool. Et puis après, on fait des rencontres, ça va être génial. Mais justement, quelle image vous faisiez? Là, vous n'êtes pas encore pris, mais j'imagine quand même que vous en parlez pas mal. Ça commence, à mon avis, à être un peu un sujet de conversation. Toi, Christophe, quand tu disais « imagine, je pars avec ma fille en voyage », tu te disais quoi? Alors, je pensais pas vraiment à la vie à deux. Je pensais aux rencontres que j'allais faire, mais aussi au ridicule que j'allais avoir. Parce que je m'étais dit, bon, il y a plein d'épreuves, je vais pas être au niveau, on va être viré au premier épisode. Donc moi, j'étais hyper stressé. La semaine avant le départ, j'ai pas dormi de la semaine. On part, on monte dans l'avion. Et puis, à peine on arrive, on vole de nuit, et quand on arrive, on démarre avec les valises directement de l'aéroport. J'étais archi super crevé. Mais le quotidien avec Claire, tu te disais, c'est marrant, ça va être l'occasion de voir un peu plus ma fille, ou tu te disais, je fais ça pour lui faire plaisir? Alors, au début, je ne pensais pas à ça. Au début, je voulais pas qu'elle ait honte de moi. C'était ma crainte, ma frayeur. Je voulais pas qu'elle ait honte de moi, mais je pensais pas à notre vie. C'est plus tard, quand on a commencé à passer quelques épisodes qui m'a permis de me détendre, eh bien, je me suis dit, on est vraiment dans la présence de l'autre avec ma fille. Parce qu'il n'y a pas de portable. Chacun ne s'occupe que de l'autre.
Et on n'a qu'un souci, c'est qu'ils se portent bien, parce qu'on ne veut pas échouer physiquement. On a le souci qu'ils dorment bien, surtout elle vis-à-vis de moi. Mais on a le souci de l'autre et on est vraiment dans la présence de l'autre. Ça, c'était vraiment génial comme expérience. Parce que c'était quoi, toi, la relation avant que tu partes avec ton père? Ça ressemblait à quoi? Alors, comme on l'a dit, moi, je suis une fratrie de 4, donc on vivait beaucoup de moments en famille. On est quand même très famille, donc beaucoup de week-ends. Mais c'est vrai qu'il y a des moments ou des dîners où en fait on est très nombreux. C'est toujours celui qui va parler plus fort que l'autre. Chacun raconte sa vie, etc. Papa pose des questions, il n'écoute pas les réponses. Enfin, parce que t'es un peu perché, voilà. Et donc on vivait moins de moments vraiment de qualité à deux. Et donc moi, c'est ça aussi. Je me suis dit, certes, je veux le sortir de sa zone de confort, mais je veux aussi qu'on retrouve des moments de qualité. Ça fait 10 ans que je suis partie de la maison. On se revoit à chaque fois, une fois par mois. Donc voilà, trouver ça. Mais j'appréhendais vraiment. J'avais peur, en fait, de me retrouver face à lui, tous les deux, dans une chambre, sans téléphone, en effet, sans rien. Ouais, ça peut être bizarre, comme de se retrouver avec son père dans une chambre d'hôtel, dans un jeu de télévisé. Ah, c'est complètement lunaire. Mais la première nuit, ça a tout de suite mis les pendules à l'heure. Parce que la première nuit, c'était dans une case africaine. On avait un lit de 80 cm de large, enfin un matelas, pas un lit, un matelas au sol. Et on a dormi tête bêche. On n'a pas pu se laver, toc, comme ça. Donc là, tout de suite, ça donne le ton. On est dans le scoutisme, on est dans le démerdisage. Et puis, donc du coup, on n'a pas tellement de temps de penser. Il faut vraiment aller à fond avec. Tête bêche avec sa fille, c'est une expérience, ouais. Je me suis dit, mais j'ai ramené papa ici, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fout là? C'est bien les pieds de mon père devant mon visage. Ah oui, là. j'ai les pieds là. On vient de vivre une journée. Papa a failli tomber dans les pommes. On a vu des rhinocéros. On a fait 10 heures de stop. Bref. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et donc vraiment, j'ai eu peur les premiers jours. Franchement, juste avant qu'on parle plus de l'aventure, on est encore dans cette phase de sélection. Toi, tu te dis pas, Claire, ça serait peut-être plus sympa de le faire avec une pote, parce qu'on est quand même à un moment où les parents, et c'est ça dont j'ai envie qu'on parle après, c'est un peu le truc qu'on a envie de mettre derrière, quoi. Donc tu te dis pas, ce serait quand même plus sympa avec un pote ou une pote? Mais j'avais envie de me challenger, en fait, et de voir, j'avais envie de vraiment voir ce que ça allait me faire, ce que ça allait nous faire. J'étais curieuse, vraiment curieuse de ces moments rien qu'à deux. Donc, elle avait quand même essayé de faire Pékin Express avec sa sœur. Mais entre nous, le binôme était beaucoup moins bien. Il n'y avait pas les qualités sportives du père. Exactement. Moins atypique, ouais. Alors, vous passez les sélections. Je crois qu'il y a 25 000 personnes qui passent les sélections. 25 000 couples, ouais. Et comment ça se passe quand on apprend qu'on est sélectionné pour participer à Pékin Express? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, on l'a su la veille de Noël. J'étais en train de courir et donc je m'arrête et puis là, explosion de joie. Alors je parlais de crise de bonheur, mais crise de bonheur ultime. Et puis elle me dit, laissez-moi 10 minutes, j'appelle votre père. Et si jamais j'arrive pas à l'avoir, vous pourrez vous l'appeler. Donc ça s'est pas passé de la même manière pour toi, je crois. Alors donc elle m'appelle et Nathalie de Pékin Express, ok. Et elle me dit, Christophe, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous êtes qualifié. L'angoisse totale. Mon Dieu Seigneur, je suis dit, dans quoi je suis parti? T'as appelé ta femme ou ta fille, là? Alors, c'est à ce moment-là, on était à deux en voiture avec mon épouse, donc ma femme m'a entendu en même temps. Et puis après, j'ai appelé ma fille. Bon, on était très, très heureux parce que j'en avais parlé à un ami qui m'avait dit, mais t'es vachement gonflé. Oh là là, encore un qui me rassure. L'aventure commence. Comment commence l'aventure? Déjà, le jeu, ça ressemble à quoi les journées? Comment ça attaque? Puis on reparlera un peu de votre relation dans le jeu après. Comment ça commence? Alors, donc on part, en effet, on ne sait pas où on part. On a donné nos papiers, nos passeports, etc. On arrive à l'aéroport et on découvre qu'on part en Afrique, donc au Ouganda. Et donc là, vraiment, ça, on le découvre dans l'avion, vraiment la destination finale. Donc on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et donc, ce qu'on voit à la télé, donc un épisode de 2 heures, c'est 3 jours de tournage. Et donc, on doit aller d'un point A à un point B en 3 jours. On dort chez l'habitant. On fait à peu près 600 km sur l'étape. Et il y a quoi? Il y a un caméraman avec vous? Il y a un caméraman avec nous, en effet. La sécurité, c'est... Alors, la sécurité, il y a 2 voitures de sécurité qui suivent le peloton, en fait, plutôt, partout. Il y a des médecins, pareil, donc il y a toujours devant, derrière, donc, et puis on est tous étalés comme ça en fonction des avancées des binômes. Et donc, vous voilà tous les deux. Vous êtes à l'aéroport, l'émission commence, et il y a un moment où vous vous regardez, vous dites c'est ma fille, c'est mon père, et il va falloir courir. Enfin, comment ça se passe le début? En fait, c'est bizarre au début, parce que je me rappelle, on court avec les valises, on arrive, on ne sait même pas par où courir, on a une carte. En fait, on est un peu perturbé, c'est pour la première heure de course, on n'a pas pris nos marques. Moi, je me dis, bon papa, tu peux courir, ok, bon, c'est bon, il peut courir, on y va quand même, moi je fais attention. Parce que vous n'aviez pas fait de sport avant à Paris pour vous entraîner? Alors un petit peu. Moi, j'ai fait tous les matins pendant 3 mois, parce qu'on le sait 3 mois avant le départ,
je me levais 1 heure plus tôt avant de travailler. Je faisais 1 heure de sport avant de travailler. Donc, j'ai fait des pompes et tout ça. C'est pour ça que j'ai pu tenir comme ça pendant combien de temps? 52 minutes avec des choses au bout des bras. Comme ça, en tirant les bras avec des... parce qu'il y a des concours un peu... Des trucs un peu fous, oui. Et donc, on s'était entraîné quand même pas mal parce qu'effectivement, il faut pas être un grand sportif. D'ailleurs, pour la preuve, je ne suis pas un grand sportif, mais il faut avoir une bonne santé. Et donc, vous commencez à courir. Oui. Comment vous répartissez les tâches? Parce que c'est quand même original de dire, et là j'aimerais qu'on commence à parler un peu de cette relation parent-enfant. Vas-y, trace-toi papa, non mais je peux pas aller plus vite. Enfin, qu'est-ce qu'on découvre? C'est sûr que c'est pas un pote, c'est pas mon mec. Enfin voilà, c'était mon père, donc on s'est jamais manqué de respect. En tout cas, dans la manière dont on se parle, etc. Il y a des moments parfois c'est très dur en termes de stress. En tout cas, tout de suite, on a réussi à communiquer. Et alors moi toi t'avais plutôt la carte et ta boussole, hein, de temps en temps. Moi, je fonçais sur les voitures. Alors moi, je suis celle qui courait. J'essayais de limiter un max en fait les pas de papa pour dire je voulais le préserver à fond. Et donc moi, je courais dans tous les sens. Et papa regardait, ok, intelligemment, on va plutôt faire ça, là, gauche, droite. Il y a un peu la force physique d'un côté, en tout cas l'énergie physique plutôt. Et toi, Christophe, j'ai l'impression que c'est plus genre, attends, on va poser les choses 2 secondes, la strat, quoi. Oui, la stratégie. En fait, dans cette émission, on peut dire que il faut vraiment être un homme ou une femme complet. Il faut à la fois de la stratégie, d'intelligence, il faut de la volonté, une volonté de faire. Hein, c'est ce qu'on disait, c'est la vision qu'on avait aussi au Moyen-Âge, et aussi une dimension spirituelle. Hein. On en parlera peut-être, on rentre en relation avec les gens qui nous aident. Et donc, en effet, c'est amusant parce que moi, je disais à Claire, mais arrête de foncer, il faut que tu regardes un peu où on est. À un moment donné, on est sur le mont Olympe. D'ailleurs, à un moment donné, ça fait plaisir, c'est toi qui dis, on va s'arrêter pour regarder. Et ça, pour moi, c'est très beau parce que la contemplation, c'est vraiment quelque chose qui nous distingue de la condition animale. On verra jamais un lapin regarder un coucher de soleil. Là, nous, on le fait. C'est quelque chose, on a une prise de conscience, très étrange, hein, qui étonne. C'est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent à cette question, mais en même temps, une capacité d'étonnement et de contemplation formidable. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où vous êtes un peu engueulé, où vous êtes allé un peu découvrir des limites? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la relation et l'incertitude, quoi? Alors oui, donc moi je me faisais engueuler régulièrement. Non, j'allais dire, on s'est pas trop engueulé. Non, on s'est pas engueulé trop. Mais quand j'allais pas assez vite, madame me faisait des remontrances. Des moments, je lui dis, écoute, je suis à fond là. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Donc, mais sinon, oui, il y a d'autres moments où 2 fois, c'est arrivé où Claire craque. Parce qu'effectivement, elle était beaucoup plus dans la volonté et dans l'action. Et des moments, c'est vrai, tu me disais, on quémande tout le temps, j'en peux plus et tout. Donc là, il fallait la consoler. Donc, elle a eu des instants de faiblesse aussi. Ouais. Mais ce qui était bien, c'est qu'à chaque fois, on était sur un level plus ou moins différent. Sauf quand on était tous les deux au top, mais s'il y en avait un qui était vraiment plutôt en train de déprimer ou en train de baisser les bras, il y en avait toujours un pour remonter le moral et aider et tirer, pousser, donc c'était bien complémentaire. Est-ce que vous commencez à vous voir un peu dans des situations différentes, donc on en parlait, et donc il y a un peu une image qui commence à changer. Je sais pas, par exemple, toi Claire, est-ce que tu commences à voir ton père différemment que le père que tu connaissais à Paris quand tu le voyais le samedi soir en famille, quoi? C'est sûr qu'à vivre comme ça tous les deux non-stop pendant plusieurs semaines, déjà on est dans l'intimité l'un de l'autre parce qu'on a quand même des moments entre chaque épisode où on se retrouve, on dort à l'hôtel dans une petite chambre, où le fameux tête-bêche, où on a un seau pour se laver, on est là, on se débrouille, tiens papa. Donc c'est sûr qu'il y a ça, déjà c'est quand même assez particulier, mais finalement on l'oublie assez vite, ça a toujours ce respect l'un envers l'autre. Et puis je découvre aussi une personnalité de papa que je connaissais pas tant, mais vraiment le mental d'acier. Il a réussi à faire des choses incroyables, comme on disait, tenir parfois les bras en croix près d'une heure ou monter une météore alors qu'il avait son sac de 15 kilos sur le dos. Donc là aussi, je me suis dit, c'est assez incroyable en fait le mental qu'il a et jamais j'aurais pu en effet le samedi soir découvrir ça. Et donc tu commences à regarder ton père comme un héros. Avec plus d'admiration. Avec plus d'admiration. Avec plus d'admiration. Et toi, Christophe, est-ce que ton regard évolue sur ta fille? Alors, je savais que Claire avait une volonté de faire, ça c'est connu dans la famille, mais ce que j'ai découvert, c'est que ça allait bien au-delà de ce que je pensais.
parce qu'on voyait beaucoup plus de voitures que les autres. Je comparais avec les autres candidats qui étaient jeunes aussi, pour la plupart, mais je voyais Claire, c'était, je dirais, la classe au-dessus. Elle est beaucoup plus engagée, beaucoup plus sportive, mais avec un mental d'acier aussi. Hein. Je trouve que c'est ça vraiment que j'ai découvert. Vous pouvez nous raconter un petit peu juste comment ça évolue, parce qu'au début, vous partiez un peu en vous disant, bon, l'important, c'est de participer, non? Bah alors, c'est sûr que papa, alors pour l'anecdote, on bossait quand même, donc on a dû poser des congés. Papa avait dit à son employeur, en fait, je pars 2 semaines de vacances. Donc déjà, il n'avait pas du tout anticipé le coup qu'on gagne. Donc il fallait rappeler, rajoute des jours de congé, machin. Enfin, on n'avait pas nous accès au téléphone, mais en tout cas, la prod, gérait avec maman. Donc déjà, c'est sûr qu'on pensait être éliminé direct. Sauf qu'au fond de moi, je me disais, bon, on va voir, on est des outsiders, c'est sûr, sur l'émission. Quand vous faites du stop, naturellement, vous marchez vers les voitures qui viennent vers vous. Enfin, vous marchez pas, vous courez. Donc, du coup, ça ne servait à rien de courir derrière les autres parce qu'on aurait été les derniers à avoir passé les voitures. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la voiture dans l'autre sens. Donc, si on devait aller par là, on prend une voiture dans l'autre sens, on leur disait, mettez-nous 2 kilomètres plus loin. Ah ouais. Et du coup, on était devant tout le monde et on repassait. Oh là là. Et après, les gens ont fait comme nous. Ouais, après, les gens ont commencé à tricher. Mais voilà, on essayait de faire différemment tout le temps. On avait sinon, notre boussole aussi. Et quand les parents de les autres binômes ou la prod ont vu pas sortir la boussole, c'était mais pépite pour eux, parce que mais qu'est-ce qu'il faut avec sa boussole, enfin, aujourd'hui. Mais t'as le droit d'avoir une boussole? Ouais, on a le droit. Une boussole, ouais. Et il y avait aussi la carte. Alors aussi, ce qu'on faisait, c'est que souvent, on montait dans la voiture et on disait, voilà, emmenez-nous juste à la sortie du village, ou un carrefour un peu stratégique. Et en fait, rien que sur ces quelques kilomètres, on commence à rentrer en relation avec le chauffeur. Papa sort tout son petit discours que tu vas raconter, avec la photo de maman, tout ça. Et donc, du coup, en fait, on crée un lien et les gens ont envie de nous aider. Attends, c'est quoi ce discours avec la photo de... Alors, donc, moi, mon créneau, c'est le bonheur, c'est la joie. Et donc, quand on montait en voiture, je faisais 2 choses toujours. La première, je montrais une photo de ma femme qui est très belle. J'ai une très, très belle femme. Je vous invite à regarder sur Internet. Et après, je donnais une image de Notre-Dame de Rocamadour parce qu'on a été convertis là, mon épouse et moi. Et puis, convertis là, ça veut dire juste... Vous êtes croyant, donc, c'est ça? Alors, convertis à la foi chrétienne. D'accord. Donc, à Rocamadour, donc le petit village au centre de la France. Et donc, je donnais une carte de la Vierge. Et puis, on rentrait en relation sur la famille, le bonheur, la joie. Le fait d'être père et fils, c'était un très bon argument. Et puis, en fait, ce qui se passait régulièrement, c'est que, mais vraiment, ça arrivait 10 fois, c'est que le chauffeur ou la personne qui nous aide, elle se dit, tiens, mais pourquoi pas? Pourquoi je les aiderais pas? Parce que je pense vraiment qu'on a dans le cœur quelque chose de foncièrement généreux. Donc toi, en fait, tu crées la relation. Au lieu de leur dire dépêchez-vous, dépêchez-vous, voilà, tu cherchais plutôt à connaître les personnes. Exactement. Et puis, alors j'aime bien faire des concours de bonheur. Hein, donc dire, les concours de bonheur. Les concours de bonheur. Concours de bonheur, c'est d'expliquer qu'on est le plus heureux des hommes. Donc forcément, si vous dites ça à quelqu'un, vous dites moi aussi, je suis heureux. Et donc du coup, on rentre en relation, on a un petit concours. Évidemment, tout le monde gagne. Hein. Attends, ça veut dire que tu rentres dans un taxi, donc pendant le jeu, hein, ouais. et tu dis, tu fais un concours de bonheur en disant, voilà, moi, pour info, je suis le plus heureux, quoi. Voilà, c'est ça. Je suis le plus heureux des hommes. Alors, donc, si la personne dit rien, évidemment, je ne dis plus rien. Mais si ça arrive fréquemment que la personne dise oui, mais moi aussi, je suis heureux. Ah bon? Et moi, j'ai des enfants, et moi aussi, etc. Et puis, du coup, on parle des causes de notre bonheur. Et ça, pour moi, c'est très important parce que, comme disait Prévert, on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Et ça, c'est éviter ça. C'est-à-dire prendre conscience des raisons pour lesquelles on est heureux pour pouvoir le préserver. Et donc, du coup, on rentrait dans cette relation et le chauffeur qui se met à écouter son cœur, au lieu de faire les 5 km promis, il va en faire 10, 20, 50, 100. Mais c'est arrivé 10 fois. Ouais. 10 fois. Parce que je crois qu'on a vraiment quelque chose en nous qui nous dit tout le temps on est heureux en donnant, on est heureux en étant généreux avec les autres. L'émission avance. Je ne sais pas trop combien de temps ça dure, mais en fait, vous allez passer chaque étape. Vous arrivez en Turquie, et quart de finale, demi-finale, et donc il reste 2-3 binômes, c'est ça pour la finale? 2 binômes? 2 binômes, ouais. La finale, on n'est plus que 2, ouais, en effet. Alors la Turquie, c'est un pays très très accueillant. On a découvert l'hospitalité musulmane dans toute sa splendeur. Ouais. Incroyable. Des choses, par exemple, on était à Ankara. Donc Ankara, c'est comme Paris, hein, grosse ville, moderne, bruyante. On est dans une rue. Et alors Claire, qui a peur de rien, elle apostrophe les gens, please, please help us, etc. Et puis on voit une famille qui se met à table depuis le premier étage. Et puis donc on les appelle au secours. Et puis ils ouvrent la fenêtre. Et là on fait
Alors, on fait ça. Donc là, les mains jointes et essayer de nous faire dormir, quoi. Et on a soif. Voilà. Okay. Parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Donc, on pouvait faire à manger pour dormir et... Voilà. Please, dormir, manger. Et 3 minutes après, même pas, on est à leur table en train de partager le repas qu'ils avaient déjà préparé sur la table. Donc une hospitalité de dingue. C'est vraiment le don gratuit par excellence. Et ça, on a vu des gens, on en a vu beaucoup. Mais j'ai l'impression, justement, qu'on reparle de la finale, ce qui est dingue quand je vous écoute, c'est que j'ai l'impression que vous avez eu le temps de vivre une expérience humaine dans l'expérience sportive presque professionnelle, au sens où il y a quand même des règles et tout, quoi. Ouais, totalement. Ouais. C'est l'expérience spirituelle. C'est vraiment cette émission, elle est très optimiste, elle traduit la générosité des hommes. Et en fait, c'est l'entraide, c'est le don gratuit. Et ça, c'est vraiment la dimension spirituelle. Elle a été plus forte que tout le reste, hein. Ça, c'est clair. D'abord, on ne peut pas gagner sans les autres. L'intérêt de l'émission, c'est que sans les autres, on ne fait rien. On va faire 25 km par jour. Et nous, on en a fait 6000 en 30 jours. Donc, on voit bien que tout dépend des autres. Et c'est vraiment l'expérience spirituelle qui a du sens dans cette émission. C'est vrai qu'au départ, on part pour une course, une simple course. Et en fait, ça s'est complètement transformé en expérience humaine incroyable. Et donc, on arrive la veille de la finale. Claire, est-ce que tu peux juste nous décrire c'est quoi le but de la finale, comment ça se passe et dans quel état d'esprit vous êtes, vous ? Alors du coup, la finale, donc on est face à un binôme de filles qui sont très fortes en stop, en tout, assez sportives. Donc on s'est dit, on n'a jamais, voilà, on sera jamais prêt. Un charme. Cynthia, elle a des yeux magnifiques. Oui, elle tape à Istanbul, elle tape au carreau. Please, emmenez-moi pour aller faire 10 km parce que c'est des petits sauts de puce. Oui, mais toi, Christophe, je te rappelle que tu as la fille la plus belle du monde. Ah oui, certes. Et puis alors, moi, je suis un charme fou. Voilà, évidemment. Donc il y a oui, ça a compensé. Balle au centre. Il faut reconnaître qu'elle, ça partait quart de seconde. C'est pour ça toute la finale, je l'ai faite en me disant on va perdre. Et donc, je réfléchissais, qu'est-ce que je vais dire à Claire ? Qu'est-ce que je vais dire à son cœur ? C'était quelque chose, c'était difficile de se dire, je vais devoir consoler ma fille parce qu'on va perdre ? Oui, alors quand les derniers kilomètres, on les fait en courant, on traverse un parc. Et là, je suis convaincu qu'on a perdu. Et je me dis, ça va être un drame alors qu'on aura vécu une expérience formidable. Pourquoi tu es convaincu que vous avez perdu ? Parce que j'étais convaincu que les filles... Non, parce qu'on a aussi cafouillé. Donc, on a la finale, c'est plusieurs épreuves. Et puis, à la fin, on a ce fameux sprint final dont papa parlait. Et donc, c'est dans la nuit. Donc, on a encore à peu près 2 heures de course. On doit faire différents points de passage avec des questions sur l'aventure. Et puis, on fait un démarrage catastrophique. On se fait arrêter par les flics. On met un quart d'heure à trouver une voiture. Un quart d'heure dans le sprint final, c'est énorme. Et donc, vraiment, on se dit qu'on rattrapera jamais. On se croise à peine avec les filles. Et puis, on avance. On arrive finalement à rattraper un petit peu. En tout cas, on est bon. On enchaîne bien des voitures à un moment donné. Et puis, on arrive sur ce dernier sprint final où là, on a 3 km en courant. Et là, en fait, il y a toute l'aventure qui... Vous parlez à ce moment-là ? Alors non, moi, je ne parle pas, je pleure en courant en traversant le jardin. Je me dis, c'est triste, on va arriver en deuxième, mais j'essaie de chercher les raisons pour être positive. Et c'est vrai qu'on aura fait 6000 km, qu'on aura couru sur le ruban, le tapis rouge qui va jusqu'à Stéphane, qui était le rêve de Claire, hein, en fait. Là, je ne voulais pas louper, moi, je ne voulais rien louper, je voulais tout vivre, en fait, de l'émission. Et moi, je parle à papa, je le tire à fond pendant ce moment-là, et je lui parle de la famille, je lui parle de maman, je lui parle de ses enfants. Je trouve tous les moments de bonheur qu'on a vécu pour essayer de le tirer, parce que c'est vrai que c'était physique. Et puis voilà, on arrive et on voit que le logo... Vous cassez le ruban. Ouais. Et quand vous voyez le ruban qui n'est pas pété, vous vous dites, on est les premiers, non ? Alors, même ça, je m'attends tellement, je me dis, le rideau s'est remis tout seul. Enfin, je me fais un film. Ouais. Quand on passe, je suis convaincu de voir les filles. Je ne les vois pas. On tombe dans les bras de l'autre et je dis à Claire, mais c'est impossible. On ne peut pas avoir gagné. Qu'est-ce qui se passe ? Je mets du temps à réaliser. Et puis alors, on pleure, on se remercie. Et puis, en fait, Claire, c'est ça qui m'a vraiment frappé. Elle m'a invité dans son rêve. Et c'est quand même très émouvant de penser qu'un enfant vous invite dans son rêve. En tant que papa, en plus. Oui, votre enfant vous invite dans... Moi, je souhaite ça à tous les pères du monde, de se faire embarquer dans le rêve d'un de ses enfants. Et donc, elle m'avait invité dans son rêve et on va jusqu'au bout de ce rêve. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc là, comment vous apprenez qu'en fait, c'est vous les premiers ? Moi, je l'ai réalisé un peu avant où je dis à papa, je crois que c'est pour nous. Et puis, quand on a vraiment senti qu'on déchirait le papier, et puis là, en fait, on s'effondre, tout se connecte dans nos têtes. Et là, il y a toute l'aventure qui revient. Et puis, on s'abandonne l'un à l'autre complètement. Tomber, mais c'était vraiment un moment... J'ai jamais vécu une émotion aussi forte.
Je ne saurais pas la décrire, mais c'était une crise de bonheur. C'est une crise de bonheur. Mais comme jamais on en vivra deux, je pense. Oui, c'est vrai. Et c'était tout, en fait, toute la fatigue, tout le stress, tout retombe, tout l'amour. Là, on sent qu'on est en train de vivre un truc incroyable. Ouais. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est dans Pékin Express, on réalise que toutes les familles dans le monde entier vivent la même chose. C'est-à-dire qu'on a été accueillis totalement dans des familles qui vivent dans le bonheur. On voit bien. D'ailleurs, les gens sont généreux parce qu'ils sont heureux. En Afrique, ce qui est formidable, c'est qu'on trouve, moi, je trouve l'homme véritable. C'est celui qui va en contact de l'autre. Vous ne pouvez pas traverser un village sans qu'on vienne vous voir, vous demander ce que vous faites. Et c'est amusant, quand on fait du stop, il y a une voiture sur 4 qui s'arrête. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre elles s'arrêtent juste pour vous demander « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Sur 2. Ils s'intéressent à vous. Alors quand on cherche une maison, on va discuter un quart d'heure avant qu'ils nous disent « ah, je suis désolé, on est déjà 10 dans la chambre, on ne peut pas vous recevoir ». Donc il fallait bien repérer les maisons parce que ça veut dire qu'on fait 4 maisons à l'heure. Chaque fois, on rentre « ah, vous venez d'où ? Ah, la France, Paris, la Tour Eiffel ». Et ça discute. « oui, mais nous, on veut une chambre !» Alors j'aimerais qu'on prenne un peu de recul là sur cette aventure Pékin Express. Plusieurs fois, vous avez parlé de vie spirituelle, de vie personnelle, de choses comme ça. C'était quoi un peu les ressorts qui vous ont fait tenir ? Parce que parfois on peut s'accrocher à sa santé physique, on peut s'accrocher, je sais pas moi, à des trucs plus spi, plus machin. Est-ce qu'on peut parler un peu de qu'est-ce qui vous a fait tenir et à quoi vous êtes accroché ? Et est-ce que vous aviez les mêmes ressorts ? Claire peut-être ? Au fil de l'eau, au début, je suis vraiment arrivée dans une compétition sportive. Et quand je voyais papa qui était beaucoup plus dans la contemplation, donc il m'a donné en fait un nouvel élan à l'aventure, je me suis accrochée en fait à nos anges. On les appelait nos anges. Donc c'est tous ces gens qu'on a rencontrés qui nous ont aidés. Mais en fait, on a eu une chance incroyable. Et donc au fil de l'eau, je me suis sentie en fait vraiment accompagnée de ces gens. Donc on les appelait, c'était des chauffeurs au départ, mais en fait après ça a été une dimension un peu plus divine. Et parce que toi t'arrives en mode compétition et puis t'as tes anges et tu crois en ta bonne étoile et toi t'as ton père qui te dit non mais moi Dieu va nous sortir de là, on va gagner Pékin Express quoi. Toi Christophe tu pries chaque matin pour gagner l'étape quoi. Alors pas tellement. En fait pour l'anecdote quand on a été qualifié, le lendemain, je reçois un coup de fil d'une personne que je ne connais pas, une amie de ma sœur, qui me dit « on a une Irakienne qui est dans le besoin, il faudrait la loger 3 mois ». Et j'ai tout de suite dit oui. Je me suis dit, on va rentrer dans l'indigence avec l'émission, on n'aura pas d'argent, on va dépendre que des autres. Et c'est un peu le ciel qui me prend un défi, qui me dit, tu as besoin des autres, on va commencer par toi, les autres ont besoin de toi. Et donc, du coup, je suis parti en tête aussi en me disant, eh bien, c'est tous les gars du monde, les films de Christian Jacques, on est vraiment dans une collaboration, parce que je voyais tant d'amour de gens, tant d'aide des gens, que je voulais pas les décevoir non plus. Je voulais pas décevoir ma fille, mais cette collaboration, elle devait avoir un fruit. Par exemple, on est monté une fois dans une voiture, c'était une Modus, une petite voiture. Ils étaient 5 dedans. On est monté à 2 avec nos sacs. Donc, on était 7 dans la voiture, on touchait par terre, on est parti dans la steppe, la voiture, je me suis dit, elle va être cassée. Eh bien, quand on est arrivé, on est arrivé les premiers. Mais ce qui est l'anecdote, c'est que le chauffeur, il a voulu descendre, il a voulu venir nous voir si on était les premiers, venir nous embrasser. Ils partageaient la joie de cette aventure. Et donc, c'est un peu pour tout ça que ça a pris une dimension spirituelle énorme, universelle quasiment. Tous les hommes, tous les gars du monde étaient là pour nous aider. Et qu'est-ce que ça t'a appris spirituellement, justement, cette aventure alors ? Est-ce que ça t'a changé ta vie, ta croyance ? Qu'est-ce que ça a eu comme impact ? Alors, ce que ça a changé, c'est j'étais convaincu je suis convaincu que le bonheur passe par l'autre. Ça, c'est une évidence. Hein. La bienveillance, c'est la meilleure voie de la relation, notamment en entreprise. Hein. Quand je vois des petits chefs mesquins, je me dis, mais ils n'ont rien compris. La relation bienveillante avec autrui, c'est la source du bonheur. Et là, ce que j'ai vraiment appris, c'est que nous l'avons expérimenté. Autant sur le papier, on dit c'est important d'être bien avec les gens, être à l'accueil, et puis vous allez en sortir grandi, vous allez être heureux, vous allez enrichir votre relation, vous enrichir chacun. Mais là, on l'a vraiment expérimenté. Et le fait qu'on ait gagné, c'est vraiment le fruit de toutes ces relations qu'on a tissées avec les gens. Et ça a développé une forme de, de gratitude, de merci ou... Alors oui, moi, tous les soirs, je faisais une prière
pour les chauffeurs. Pas pour gagner, mais pour les chauffeurs. En me disant, parce que les chauffeurs, parfois, nous ont partagé leurs souffrances. Hein. Notamment, je me souviens d'un père qui avait perdu sa fille la semaine d'avant. Donc moi, j'arrive, mes gros sabots, avec ma femme et tout. Et Notre-Dame, et lui, il nous explique qu'il a perdu sa fille. Donc, on a eu une autre relation. Moi, je pense que quand on vit des grandes peines, la peine, c'est aussi un message d'espoir parce que ça prouve qu'on a un cœur et que ça nous promet des joies à venir. Donc, j'essaye de partager un peu ce concept avec les gens qui sont dans la souffrance. Et donc, bien sûr que les gens souffrent partout, mais c'est encore une fois, c'est sortir la joie, sortir le bonheur de ces relations. Et toi, Claire, voir ton père un peu plus illuminé que toi là-dessus, on va dire ça comme ça. Ouais, je le savais. Tu le savais. Mais est-ce que ça, je sais pas moi, vous êtes chacun resté dans votre couloir ou toi ça t'a tamponné aussi sur les mêmes sujets ou peut-être d'autres sujets en fait? En fait, au départ, j'appréhendais un peu qu'on passe pour les cathos déjantés à la télé, quoi. Je me disais merde. Je vis avec mon père illuminé comme ça, je suis mal lancé quoi. Et puis on donne notre image entre guillemets, on ne sait pas ce qui va ressortir de l'émission. Enfin voilà, donc j'avais au début un peu d'appréhension. Et puis après, en fait, je me suis dit non mais c'est quand même incroyable qu'on soit tous les deux là, que papa m'ait suivi quand même là-dedans parce que c'est grâce aussi à lui qu'on est là. Et du coup, je me dis il est comme ça, il est tellement, je l'ai pris entièrement, on va dire. Et puis je me suis un peu abandonnée à ça. Et en fait, je me suis prise aussi au jeu et puis je me suis mise à apporter de plus en plus cette dimension spirituelle à l'aventure parce que on vivait tellement des trucs incroyables, des rencontres incroyables, des gens mais qui parlaient avec leur cœur que je me dis en fait ouais, il a raison, il se passe un truc. On est vraiment accompagnés en fait sur l'aventure. Il y a une anecdote, une fois on monte dans une voiture et j'arrive avec mes gros sabots comme d'habitude et puis en fait la personne ne dit rien. Et au bout de 3 minutes, elle nous dit « Ce matin, j'ai claqué la porte de la maison, je me suis engueulé très fortement avec mon épouse, nous avons décidé de ne plus jamais nous revoir. » Paf, il nous donne ça en pleine figure. Et donc, du coup, l'anecdote, c'est qu'on a appelé sa femme et à 4, on a discuté et ils ont promis de se revoir. Ce qui m'a frappé, c'est pas tant ce qui s'est passé dans la voiture, parce que finalement, on ne sait pas ce que va devenir ce couple. Ce qui m'a frappé, c'est que cet homme qui part violemment de chez lui, dans la colère, eh bien, 10 minutes après, il voit 2 oiseaux qui font du stop et il les prend. Et je me suis dit, c'est vraiment parce que l'homme a dans le cœur un trésor de générosité. Il a envie de donner, il a envie de partager des choses avec l'autre, en général. Et donc, quand il nous a vus, il a senti que son cœur, ça n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Il le sait, et son cœur lui dit, arrête-toi. Et il nous a pris. C'est ça qui est incroyable. Vous imaginez la scène, c'est incroyable. Et je crois que c'est ce qu'on vit tous. Alors nous, on l'a vécu dans un microcosme, dans un jeu, dans une compétition, mais c'est ce qu'on vit dans la vie. Hein. Je disais au début de l'émission, ma question de 2h du mat', c'était aussi sur les relations entre parents et enfants. Qu'est-ce que ça a changé, cette émission, dans vos relations entre vous ? Toi, Claire, tu disais au début, mon père... on s'aimait bien, mais on se voyait à l'arrache sur les rendez-vous familiaux. Qu'est-ce que ça a provoqué dans vos relations parents-enfants ? Ça a changé nos vies, mais notre relation tous les deux. Tu pars de 18 à 30, j'ai 32 ans aujourd'hui. C'est là quand même des années fortes où j'ai grandi. Maintenant, je me suis retournée vers une vocation, un boulot. Enfin, voilà, il y a plein de choix quand même qu'on fait à ces années qui sont importantes. Et donc, les années pendant lesquelles mon père est loin. Et donc là, en fait, d'avoir vécu ça et d'avoir tous les deux été à vif en fait pendant l'émission, en fait, t'étais vraiment toi à fond. Et ça n'a pas créé des jalousies avec les autres frères et sœurs ? Alors, c'est marrant, on nous pose souvent la question, mais non, parce qu'on a vraiment une bienveillance incroyable dans la famille, on a beaucoup de chance. On est parti avec une petite enveloppe, une petite pochette avec plein de mots de nos familles à ouvrir tous les jours, avec des mots de l'un à l'autre, des encouragements en cas de défaite, en cas de victoire, quand t'as un coup de mou, enfin, plein de choses sympas. Et du coup, on se sentait vraiment porté par eux jusqu'au bout. C'était un projet quasi familial. Ouais, c'est vrai. C'est marrant parce que tout le monde était content quand on avançait dans les sélections, qui comprenaient que ça allait. Et tous ont été vraiment... Mais s'il n'y avait pas eu Pékin Express, toi, tu n'aurais pas vécu ça avec ta fille. Et en fait, on est des millions en France à pas pouvoir faire Pékin Express tous les week-ends, quoi. Qu'est-ce que vous avez appris, ou peut-être que vous pouvez nous transmettre sur en fait, la découverte ou les choses qu'on peut peut-être faire, nous, sur ce lien, en fait, par-enfant dans nos familles, quoi. Parce que moi, personnellement, mes parents, c'est une fois par mois, à l'arrache aussi, sur un repas à l'arrache aussi, quoi. Oui. Alors ça, c'est une bonne question. Pour l'anecdote, j'étais déjà parti avec mon fils aîné, Clément. Nous sommes partis une semaine à 2 en trek sur l'Atlas.
dans l'Atlas. Et donc, au Maroc. Et donc, il faut juste le décider. C'est même juste faire un resto un midi. En fait, rien qu'en tête-à-tête, c'est déjà, je pense, inviter son père en tête-à-tête au resto le midi quand on est plusieurs enfants, etc. Rien que en fait, c'est oser le faire. Et moi, je n'osais pas forcément, ou en tout cas, on avait moins l'occasion de le faire. Et c'est juste oser faire ce moment-là, de le vivre et de voir ce qui se passe. Et c'est particulier hein, quand même. C'est vrai qu'on ne le fait pas souvent, mais je pense qu'il faut Faites ça oser. et vous n'emmenez pas vos téléphones. Ouais. Et déjà, vous êtes présents l'un à l'autre et ça change déjà beaucoup de choses. On va vraiment chacun se raconter. On va raconter ses challenges au boulot, on va raconter sa situation, etc. Et oser dire ce qu'on pense vraiment, d'être soi-même, parce que parfois on veut pas, on fait un filtre parent qu'on met en tant qu'enfant. Et en fait, non, c'est de se dire, allez, merde, là, je suis assez grande, ce filtre-là, je le mets de côté, et puis on partage un truc vrai. Pour terminer l'émission, je demande souvent à mes invités de nous laisser avec ou une phrase, ou une question, ou une citation qui les habite, ou pendant ce qu'ils nous ont partagé, donc pendant Pékin Express, ou aujourd'hui encore. En tout cas, quelque chose avec lequel ils ont envie de nous laisser ou de nous faire réfléchir, quelque chose qu'ils ont envie de porter au monde, en fait. Claire, peut-être, pour commencer par toi, s'il y avait une question ou une phrase avec laquelle tu aimerais nous laisser aujourd'hui et qui est importante pour toi, ça serait quoi ? J'inviterais plutôt les gens à prendre conscience de leur crise de bonheur. Parce qu'en fait, à partir du moment où moi j'ai mis le mot dessus, j'en ai pris conscience. C'est ce petit 2-3 secondes très fortes où en fait tout, à un moment donné, il y a une émotion très forte de bonheur. À partir du moment où j'en ai pris conscience, je l'amplifie. En fait, ça me rend vraiment très heureuse. Donc j'invite vachement les gens à essayer de mettre le doigt dessus et juste de prendre le temps de la vivre pleinement. Et juste une crise de bonheur, c'est un petit moment où on est heureux, c'est ça? C'est vraiment un moment, ça peut être en prenant une gorgée de café, en rencontrant quelqu'un, en écoutant quelque chose, en marchant et prenant l'air dans les cheveux. Enfin bref, c'est un moment très court et et dans lequel le cœur est très léger et tout va bien. Tous les problèmes d'un coup disparaissent, mais c'est très court. Hein. Et en fait, juste de prendre conscience que ça se passe, en fait, on peut après, c'est un outil derrière pour le réutiliser, dire et d'être bien en fait. Et toi, Christophe? Alors, moi, je citerai Paul Claudel qui a dit on ne peut connaître de véritable joie que grâce à l'espérance. L'espérance chrétienne, sous-entendu. Merci les amis d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, sachez qu'on revient tous les 15 jours avec un nouvel invité pour répondre à nos questions de 2h du mat'. D'ici là, je vous invite à vous abonner maintenant à cette chaîne en cliquant sur le lien juste ici pour ne rien rater de nos futurs épisodes et puis évidemment à nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très vite.